Aujourd'hui, dans le TSLH Podcast. Une analyse complète sur le début de saison de Carey Price. Bienvenue dans le TSLH Podcast. Jeudi 4 février 2021, bienvenue dans ce 22e épisode du TSLH Podcast. L'alignement de ce soir comprend quelques petits changements. On reçoit aujourd'hui Jonathan Deschaines de Pass Hockey qui va nous offrir une analyse analytique complète du début de saison de Carey Price. Pascal est également avec nous et Max est ce soir absent. Et je tiens à rassurer nos auditeurs. Il est pas suspendu, il est pas healthy scratch parce qu'il s'est battu. Il s'est pas battu avec un goaler. Il est pas il est sur le taxi. Il s'est pas battu avec un goaler puis il a pas demandé à être échangé là, notre chum Larchie. C'est parce que son chouchou Brandstrom joue ce soir en plus d'avoir Galchenyuk sur le jeu. Donc Max est en congé visionnement ce soir pour regarder ses deux chouchous. Mais pour revenir à notre invité, Jonathan Deschaines, bienvenue Joe sur le TSLH Podcast. On est bien content de te recevoir. Merci de me recevoir, ça fait plaisir d'être là les boys. Tout le plaisir est pour nous. Entraîneur adjoint des Chevaliers de Lévis et cofondateur de Pass Hockey en compagnie de Hugo Bélanger. Peux-tu nous expliquer en gros en quoi consiste le modèle élaboré pour évaluer les gardiens de but chez Pass Hockey? Dans le fond, Hugo, c'est un entraîneur des gardiens qui a aussi été mon entraîneur des gardiens quand j'étais au secondaire. Le modèle Pass Hockey, c'est un modèle de but attendu. Les buts attendus, c'est une statistique qui existait déjà au soccer et dans d'autres sports, qui est dans le fond les probabilités qu'un tir selon certains facteurs devienne un but. Par exemple, je sais pas, au soccer, ça peut être un corner avec telle formation, ça avait 12% de chance d'être un but. Au hockey, il y a différents modèles qui sont déjà disponibles sur Internet, que ce soit sur des sites comme Corsica ou Natural Stat Trick. Le nôtre est axé un peu plus sur ce qui se passe par rapport au gardien de but. C'est-à-dire, c'est quoi la charge de travail qu'il reçoit. Il y a 6 facteurs pour nous qui avaient de l'importance. Un petit facteur, c'est l'emplacement du tir. Donc, sur la glace, c'est où? Est-ce que c'est un tir de l'enclave, du haut de l'enclave, de l'extérieur, un tir de la pointe? Ensuite, notre deuxième facteur qui était important pour nous, c'était le nombre de passes qui précèdent un tir. Fait que, est-ce que c'est une seule passe? Est-ce que c'est un échappé? Est-ce qu'il y a 3 passes en dedans de 2 secondes? Est-ce qu'il y a une passe qui est une passe transversale, donc qui traverse le milieu de la patinoire? Ou est-ce qu'il y a une passe qui provient de l'arrière du filet? Donc, les jeux à partir de l'arrière du filet. Puis ça, c'est les passes transversales, les jeux à partir de l'arrière du filet, c'est 2 types de passes qui sont très payantes en termes de but attendu puis en termes de créer des occasions de marquer offensivement. Puis après ça, on a ajouté tout ce qui est les déviations, tout ce qui est présence au filet. Donc, est-ce qu'il y a des écrans, est-ce qu'il y a un ou plusieurs joueurs devant le gardien de but qui obstrue sa vue à la rondelle? Et finalement, est-ce que le tir, c'était un rebond ou pas? Donc, nous, on a fait cette équation-là dans le but de trouver une façon d'évaluer les gardiens qui était un peu plus objective que ce qui était fait précédemment. Parce que ce qu'on rendait compte, c'est que peu importe le gardien, on disait, regarde son pourcentage d'arrêt. Ah, il garde des buts pour 920. Il doit être bon. Ouais. Puis on parlait un peu, un de nos trucs qu'on parlait, c'était Evgeny Nabokov. Je sais pas si vous vous souvenez de Nabokov, début des années 2000. Ben oui. Il volait tout le temps pour 920. Il te regardait Sport 30 le matin, puis il y avait 12 arrêts sur 13 tirs. Puis sur les 13 tirs, il n'y avait pas vraiment des chances de marquer. Donc là, comment on remet tout le monde, ce monde-là, sur un pied d'égalité? C'était ça notre question de base. Comment on évalue tous les gardiens? Puis les gardiens sont souvent, ils n'ont pas d'impact sur le jeu, ils le reçoivent. Donc leur qualité de travail dépend beaucoup de leur équipe au final.
Si c'est une équipe qui est mauvaise défensivement, ben ta charge de travail va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile que c'est une équipe qui est beaucoup plus compacte défensivement. C'est souvent quelque chose qu'on va aller analyser en regardant un gardien de but, mais vous, vraiment, le rôle de passe hockey, c'est de mettre ça vraiment en forme de chiffre pour vraiment bien l'illustrer. Exact. Dans le fond, nous, on va avoir de la granulation de données, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir les données pour chaque, mettons, facteur. Donc, si on veut regarder tous les tirs de l'enclave, on peut le voir et ainsi de suite. Mais on a aussi le portrait global. Puis, on dit tout le temps, le gardien, il a fait l'arrêt pour garder son équipe dans le match. C'est tout le temps quelque chose qu'on entend dans les médias. Ouais. Il est pas capable de garder son équipe dans le match, il a pas fait le gros arrêt. Ben nous, il vaut combien ce gros arrêt-là? Il existe-tu vraiment? Et finalement, nous, on regarde autant de match au match que sur une longue période de temps. Est-ce qu'il a sauvé un but aujourd'hui? Il nous en a-tu coûté un aujourd'hui? Puis là, est-ce qu'on est capable de le chiffrer? Donc, par exemple, aujourd'hui, il aurait dû accorder entre 2 à 3 buts. Il en a accordé 4. Il y a eu un mauvais match. Il nous a coûté 2 buts aujourd'hui. Et est-ce que vos statistiques prennent compte du joueur qui lance, mettons? La qualité Malheureusement, pour nous, c'est impossible. Hein? Pour nous, c'est tracké tout manuellement. Donc, nous, on regarde les matchs après, puis vraiment, on prend les données à la main. Si on était capable d'avoir la vitesse du lancer ou du moins à d'autres niveaux, là, Ligue nationale, ce serait possible, mais étant donné que c'est pas la majorité de notre clientèle, on le fait pas. On pourrait rentrer le talent du tireur, c'est-à-dire qu'on aurait son shooting percentage en carrière, qui serait pondéré avec ces 3 dernières années pour avoir une image plus juste, puis on pourrait l'ajouter à l'équation. Ça serait possible, mais la réalité, c'est que on fait souvent plus junior, midget 3, Europe. Donc là, c'est du monde avec qui on n'a pas vraiment de données. Okay. Surtout, imaginez-vous, au niveau midget 3, c'est leur première année. On ne sait pas, ils vont tirer pour combien dans cette ligue-là. Puis est-ce que c'est de la chance, c'est-tu la réalité? Si on parle du Canadien en ce moment, puis tantôt on va en parler, mais Jeff Petrie qui shot pour 30%, ça, on le sait que ça restera pas. Non. Mais un joueur midget ou junior qui tire à 16-17, c'est beaucoup, mais ça se peut. Ouais. Fait que là, quand t'as pas beaucoup de données sur lui, c'est difficile de garder ça comme un outil d'évaluation supplémentaire. Même si je sais très bien que si c'est Paul Byron ou Alex Ovechkin qui tire, c'est pas le même débat. Pas faux. Puis à l'heure actuelle, Joe, la clientèle de passe hockey, est-ce que le modèle est rentré pas mal dans plusieurs ligues ou vous êtes encore en train d'essayer de percer le marché de plus en plus? Sans être pour une ligue au complet, on a des pourparlers à ce niveau-là, mais on est avec différentes équipes dans différentes ligues. Surtout, comme on dit un peu, on a changé notre approche dans le sens qu'on parle beaucoup plus à l'entraîneur des goalers. Avant, on parlait au directeur général, puis le directeur général, lui, il voyait pas tant le bénéfice net, tandis que l'entraîneur des gardiens, il voit autant comme un outil d'évaluation qu'un outil de développement. Parce que quand tu vois que ton gardien a de la difficulté avec tel type de tir dans tel contexte, puis qui est vraiment sous la moyenne de la ligue dans laquelle il évolue, ben là, tu as un outil pour OK, qu'est-ce que je fais avec? Ben, par exemple, j'ai besoin de pratiquer ça parce que ça, c'est vraiment un facteur limitant pour lui à ce moment-là. Fait que dans le fond, vous avez accès à une banque de vidéos de toutes ces ligues-là pour faire ça manuellement, le tracking? Exactement. Dans le fond, nous, on était avec Sport Contract, qui est un concurrent de Instat qui existe déjà. Et aussi, on a certains autres accès, mais habituellement, tout ce qui est vidéo, sinon, l'entraîneur des gardiens peut nous l'envoyer, puis on est capable de faire l'évaluation à ce moment-là. Puis souvent, dans le meilleur des mondes, les ligues avec lesquelles on travaille ont accès aux vidéos, là, donc ça se fait quand même bien au final. Mais ça reste beaucoup de travail, là. C'est faire le tracking manuel, là. Honnêtement, les premières fois qu'on l'a fait, il y a 3-4 ans, c'était long. Ouais, mais sûr. Maintenant, si j'ai tous les tirs découpés, un match, ça va me prendre 15 minutes. Donc, ça se fait quand même bien. Moi, il faut que tu connaisses faut que tu connaisses vraiment comment fonctionner avec. Puis pour moi, c'est rendu très, très naturel là, de regarder un match puis de dire ça, c'est cet emplacement-là. Puis, mais je dirais là, 20 à 25 minutes parce qu'il y a des clients, des fois, que eux, ils ont juste le modèle, on les forme et ils le font eux autres mêmes.
OK. Et nous, on va récupérer les données, par exemple, à la fin de leur saison pour updater le modèle puis le mettre à jour selon les différentes ligues. C'est comme le genre de forfait là, que vous offrez, dans le fond. Exact. Dans le fond, nous autres, la version moins chère, la plus facile, c'est 200$, on te forme pour la saison. Tu rentres tes propres données. Après ça, OK. sinon, du match, nous autres, on charge 35$ du match. Puis on va faire, après ça, c'est vraiment son accès au tir déjà coupé. Parce que là, s'il faut regarder le match au complet, ça, c'est une autre affaire. Puis là, on tire sur le 40 minutes, 1 heure. Ouais. Donc là, ça devient différent. Mais habituellement, tout le monde, je vous dirais, a pas mal accès au tir déjà coupé. Donc, ça se fait quand même bien. Puis, dernière question pour ce parti-là. Est-ce que une équipe de la nationale de hockey peut venir vous voir pour avoir des informations sur un jeune, ou bien c'est vraiment propre à l'équipe qui vous engage? Est-ce que vous avez déjà eu des comme... En tout cas, bref. En fait, sans nommer l'équipe, il y en a 2 avec lesquelles on a discuté récemment, justement pour ça, pour ce qui est du scouting. Donc, choisir, par exemple, des gardiens que eux ont déjà évalués subjectivement. Donc, ça, c'est des potentiels. Et nous, après ça, faire l'analyse des matchs de ces équipes-là. Et à l'aide d'une statistique qui s'appelle le NHLE, qui est le facteur d'équivalence des points selon différentes ligues, on est capable de l'appliquer avec une équation à nos buts attendus pour ramener tout ce beau monde-là sur un pied d'égalité. C'est comme une porte d'entrée en plus. Si vous commencez à faire des affaires avec les équipes de la nationale de hockey, sky's the limit. Fait que c'est vraiment le fun pour vous autres. Exactement. Puis je vous disais, la version honnête de ça, c'est que moi, j'aurais jamais pensé ça. Là. Je veux dire, la façon qu'on a fait ça, je veux dire, moi, c'était pas qu'on l'utilise chez nous à Lévis. Ouais. C'était d'attard, ça sortait pas. Puis la réalité, c'est que Hugo, quand il a vu ça, il dit ça a du sens, c'est intelligent. Puis il a monté ça à Frédéric Chabot. Frédéric Chabot, qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens de but avec le Wild du Minnesota. Oui. Puis lui, dans ce temps-là, il était dans la Ligue américaine. Il a dit, moi, je vais apprendre à utiliser ça, je vais l'utiliser pour mes gardiens. Il s'est mis à l'utiliser avec ses gardiens. Puis on s'est dit, s'il y a un goalie coach de la Ligue américaine qui veut utiliser ça, il y a peut-être un potentiel à faire de quoi avec. C'est clair. Ben oui, parce que, tu sais, on le sait, là, les stats avancées, c'est quelque chose qui prend un peu... Tu sais, moi, je le dis souvent dans le podcast, là, je suis pas particulièrement un fan de stats avancées, mais, tu sais, au niveau des joueurs, on en voit beaucoup, tu sais, les expected goals, puis toutes ces statistiques-là. Puis parfois, c'est utilisé de différentes façons, on s'entend, mais la statistique au niveau des gardiens de but, tu sais... Les gardiens de but, souvent, on dit dans le scouting que c'est plus difficile de les évaluer, c'est plus difficile de projeter un gardien dans le futur sur ses performances. Puis là, le modèle que tu m'avais déjà présenté, je me disais, Colin, on est capable de booster le pourcentage d'efficacité pour vraiment le rendre le plus réel possible. Moi, je trouve le modèle, il est super là, en ce sens-là. Là. Puis, il y a une affaire des stats avancées que des fois, il y a du macro, tu sais, qui est tellement grand que des fois, ça peut devenir éthéré pour du monde. Donc, des fois, c'est difficile à rendre ça tangible pour nécessairement un coach ou etc. Puis, il y a du micro, des fois, qui est beaucoup plus facile. Donc, tu sais, par exemple, si on parle des joueurs, on peut parler des entrées de zone, des sorties de zone à tous les matchs, combien sont en contrôle. Ben ça, c'est très tangible pour un entraîneur. C'est très tangible pour du monde de hockey. Mais quand tu prends son ratio de, tu sais, avec le score effect en 3e période, ben là, ça devient trop macro, puis des fois, c'est difficile à sans dire que c'est mauvais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des avantages à ça, mais des fois, c'est difficile de rendre ça efficace, puis surtout que tu peux t'en servir dans ton enseignement, dans ton coaching, dans ton évaluation des joueurs. Donc, l'objectif, c'est tout le temps d'essayer de ramener ça parce que faut que ça soit efficace, il faut que ça soit effectif à ce que tu vas faire directement sur la glace avec ton équipe, avec ton joueur, avec ton athlète, ton gardien. Puis tu sais, en étant précis comme ça, la statistique après ça est pas mal utilisée. Parce que souvent, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Moi, je suis un scientifique, dans le fond, j'ai une maîtrise en biologie, puis t'as des chiffres, puis 2 scientifiques différents vont voir 2 affaires complètement différentes par rapport aux chiffres. Et au hockey, ça, dans n'importe quel sport, ça arrive vraiment beaucoup chez les fans qui maîtrisent pas nécessairement les stats avancées. Donc,
chez les gardiens de but, ce que vous amenez, dans le fond, de ce que j'ai lu et tout, mais ça enlève toute l'interprétation. Ben, pas l'interprétation, mais ça enlève toute la zone grise, dans le fond. C'est blanc, c'est noir, puis c'est ça que j'aime beaucoup. Exactement. Nous, la première année qu'on l'a vraiment utilisé à Lévis, c'est l'année de 41-1. Donc là, c'est une année où ça a bien fonctionné. Ben, le modèle n'a pas fonctionné, mais le modèle nous a aidé par rapport aux gardiens de but. Parce que là, nos gardiens de but perdaient pas. Fait que, quand t'en as deux, puis là, qui veulent se battre pour le net, qui va avoir le filet plus souvent contre l'adversaire qui est bon parce que c'est le plus tough, puis c'est des compétiteurs? Ben là, nous autres, on disait, ouais, mais en fin de semaine, c'est bien beau, là, on a gagné, je sais pas, 4-2, mais t'as raison d'en accorder un. Fait que, puis l'autre, il était supposé en accorder deux, puis il en a accordé un, à l'inverse. Fait que lui, il a sauvé un but, toi, tu nous en coûtais un. C'est qui a mieux gaulé en fin de semaine passée? C'est lui. Fait que ça enlevait le, ah, mais j'ai bien gaulé, coach, je n'ai accordé juste deux. Ouais, mais t'aurais dû en accorder un. Fait que ça a comme enlevé une partie justement, de zone grise, comme tu disais, entre l'athlète puis en réalité, avec ta performance. OK. Justement, on va venir dans le vif du sujet parce que on a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias aussi, il y a plusieurs personnes qui se posaient des questions au niveau du début de saison de Carey Price. Puis, on s'entend, le Canadien a un très bon début de saison, puis souvent, ce qui ressort, c'est pas grave si Price n'est pas à son meilleur présentement parce qu'on a un meilleur club devant, puis il n'y a pas besoin d'être étincelant à chaque soir, donc c'est positif. Mais nous, on voulait pousser ça plus loin, tu sais. Présentement, Carey Price, puis là, je tiens à le rappeler aux auditeurs, on enregistre le soir du match contre les Sénateurs. Donc, ce match-là, là, présentement, il n'est pas tenu compte. Mais au moment où on se parle, Carey Price, en 6 matchs, une moyenne de 2,77, puis une efficacité de 903. C'est des statistiques qui sont pas vraiment incroyables pour Carey Price, mais on s'est dit, plusieurs médias parlent d'un moins bon début de saison. On regarde les statistiques, ça tend vers ça quand même. Mais en sachant qu'on avait accès à un modèle qui pouvait nous en parler vraiment plus en détail, ben c'est un peu pour ça aussi qu'on t'a fait venir, Joe, dans le podcast. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu justement du début de saison de Carey Price. Est-ce qu'il est complètement hors de sa norme, hors de ses standards, ou on peut projeter du positif de ce qui se passe présentement? Bon, la version courte, c'est que c'est un petit échantillon. Donc, il y a des trucs qui vont sûrement revenir à normal. Habituellement, surtout un gardien avec autant d'expérience, il y a des trucs qu'on s'attend à ce qu'ils vont revenir plus proches de ses performances habituelles. Effectivement. Mais en ce moment, je dirais que c'est pas le Carey Price qu'on est habitué, c'est le Carey Price de, par exemple, pas des séries éliminatoires l'an passé, c'est le Carey Price d'il y a 2 ans. À donner une idée, où est-ce que il y a encore des statistiques, là, on va aller tantôt dans le plus précis, où est-ce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais en ce moment, il y a des petits trucs, comme juste un petit échantillon, fait que ça amplifie le problème, étant donné qu'il n'y a pas un volume de tir qui vient compenser ça. Il y a des types de tirs, il y a des situations dans lesquelles ça a été beaucoup plus difficile pour lui en ce moment de tout simplement tirer son épingle du jeu, disons. Okay? Donc, si on part un peu, on va parler des buts attendus. Okay? Depuis le début de l'année, en ce moment, si on prend les vrais buts, il aurait dû en donner 10, il en a donné 17. Nous, il aurait dû en donner 13,27. Donc, ça, c'est la première chose. Il y en a 4 de trop. Donc, 4 buts de trop. Après ça, on va parler dans quelle situation, etc. Mais il y a 4 buts de trop. Puis, il y a quelques années, je me sais plus, il faudrait que je le renomme. L'équation exacte, c'est que 3 buts sauvés ou de trop, ça équivaut à 1 point au classement. Fait que peu importe à quel point le Canadien va bien en ce moment, c'est comme si Carey avait coûté 1 point au classement. OK. Si on va aller plus difficilement que ça, on peut dire que c'est soit la game à Toronto en début d'année ou la game à Vancouver, mais il y en a une des deux où est-ce qu'on doit avoir 1 point de plus. Théoriquement, le Canadien aurait dû battre un de ces deux clubs-là. OK. Donc, il a coûté 1 point à ce moment-là, ils ont perdu, puis on va faire le game by game après, puis après ça, on va aller dans le général. Mais il y a un de ces deux matchs-là. Moi, je pense que c'est là à Vancouver, où est-ce que là, il a vraiment coûté, il a coûté pour loin de 2,6 goals. Donc, ce soir-là, il y a vraiment une performance que
Nous, on utilise le terme poor, donc médiocre, dans le modèle. Malheureusement, c'est nous qu'on l'a nommé. Donc, une performance vraiment très difficile ce soir-là. Moi, selon moi, coûte la victoire aux Canadiens avec le tour de chapeau à Toffoli, etc. Donc, parlant de poor et de la façon qu'on catégorise les matchs, nous, à la fin du match, il y a vraiment une case qui est la plus facile à reconnaître. Tu as le nombre de buts qui aurait dû être compté, tu as le nombre de buts qui a été compté, tu as le pourcentage d'arrêt qu'on s'attendait, pourcentage d'arrêt qui a obtenu. Puis après ça, nous autres, on compte en 4 stades. Médiocre, poor, below average. Donc, poor, c'est que tu as coûté 1 but et plus. En bas d'un but et 0, on dit que c'est below average. Dans le sens que c'est difficile de sauver un demi-but dans un match. Mais si tu avais sauvé un but au complet, tu aurais eu un bon match. Après ça, tu as better than average qui est t'as sauvé un demi-but, en tout cas, moins d'un but. Après ça, tu as excellent, là, tu as sauvé un but au complet et plus. Donc, avec ces catégories-là, on part contre Toronto, première game de l'année. Montréal aurait dû accorder 3,39 buts. Carey en a accordé 5. Donc, on commence l'année avec poor, médiocre. Après ça, contre Edmonton, je sais pas si on se souvient, mais c'est quand même vraiment un bon match de Carey Price. Il aurait dû en accorder 2,92, il en accorde 1. Donc là, on a un excellent match. Son premier de l'année, tel que tel. On s'en va à Vancouver, premier match. Il aurait dû en accorder 2,22, en accorde 5. Ouais. Donc là, on commence l'année avec 2 matchs médiocres, un excellent. Et ensuite, on s'en va avec les 3 prochains matchs où c'est tous below average, donc sous la moyenne. Deuxième match à Vancouver, c'est pas énorme. Il aurait dû en accorder 1,97, il en accorde 2. Lui, on peut le laisser tel que tel. Ça va. Le match contre Calgary, qui était un jeu blanc jusqu'à la fin de match, jusqu'à temps que quelqu'un dans le Centre Bell parle d'un jeu blanc, sûrement. C'était... Il aurait dû en accorder 1,06, il en a accordé 2. Donc, le dernier but a fait mal à son match. Mais encore une fois, comme juste un petit échantillon, le fait qu'il ait challengé pour l'autre but, etc., ça change peut-être la donne à ce moment-là. Et dernier match contre Vancouver, il aurait dû en donner 1,70 et il en donne 2. Donc, nous, si on regarde son efficacité générale de la saison pour l'instant, il y a un match excellent, 3 sous la moyenne et 2 poor, donc 2 médiocres. Donc, il n'y a pas un excellent début de saison. Et ça se reflète dans les statistiques autant traditionnelles que avancées. Donc maintenant, il faut aller voir. Donc, nous, tantôt, tu as parlé de son pourcentage d'arrêt. Pour nous, en ce moment, il aurait dû garder les buts pour 918. Avec le même échantillon de tir, un gardien qui est sur la moyenne de la Ligue aurait gardé les buts pour 918. Donc là, on parle pas d'un gardien excellent qui aurait pu garder lui pour 920, 921, etc. On parle vraiment de sa moyenne de la Ligue. Donc là, il est en dessous des 0,16 points de pourcentage, mais on va voir où est-ce que ça se passe. Puis la première chose qu'il faut réaliser avec Carey Price, c'est que l'endroit où ce qui est bon, pour nous, c'est une stat qui est vraiment importante à long terme dans l'évaluation des gardiens de but, c'est les clean shots. Donc les clean shots, c'est peu importe l'emplacement sur la glace, que ce soit l'enclave ou pas, il faut que ce soit un tir où il n'y a pas de passe multiple avant, pas de transversal, pas de rebond, pas d'écran, pas de déviation. Vraiment, là, un tireur face au gardien. Un contre un. Un contre un. Habituellement, là, les gardiens Ligue nationale qui sont bons se promènent entre 9,50, 9,60, puis des fois, des tops sont à 9,70. Carey, depuis le début de l'année, goal pour 978 dans cette situation-là. Okay. Donc, règle générale, Carey Price en 1 contre 1, ça me surprend pas cette stat-là, parce que on le dit souvent, là, pour battre Carey Price, il faut mettre du trafic devant lui, puis il faut dévier des lancers. Ça vient juste confirmer un peu ce qu'on pense. Et c'est pas pour rien que les joueurs adverses se trouvent intimidants. Souvent, ça ressort souvent, il est intimidant devant son net. C'est pas parce qu'il est grand ou gros, c'est parce que c'est impossible de le percer quand t'es tout seul devant lui.
Exact. Puis si on s'en va dans le plus technique, mais il n'y a que beaucoup d'espace, il est compact, il n'y a pas beaucoup de choses qui passent au travers du filet, puis il y a une coordination main qui est supérieure à la moyenne. Ouais. Donc, rajoute tout ça ensemble, habituellement, ça donne un bon résultat, puis c'en est la preuve. Et après ça, on t'a parlé de mettre du trafic, puis c'est là que ça devient intéressant. Donc, depuis le début de l'année, on va parler des tirs à écran, mais un seul écran. Donc, single screen. Carey Price en a vécu 30 depuis le début de l'année. Et il a donné 7 buts sur ces 30 occasions-là, ce qui donne un pourcentage d'efficacité de 770. Okay. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est par exemple que la moyenne de la Ligue l'an passé sur les single screen NHL est de 920. Oh, OK. C'est Ok. c'est une bonne. Ben, j'avais hâte d'entendre justement la moyenne de la ligue parce que je me disais bon à 700 peut-être que la moyenne est à 800, 850. Tu sais, c'est quand même commun, tu sais, un gardien qui donne des buts sur un single screen, mais je pensais pas que c'était aussi haut que ça la moyenne d'efficacité, sincèrement là. Exactement. Donc ça devient quelque chose qui est. Puis on peut parler de type d'écran, là, ça peut être un statique, ça peut être quelqu'un qui passe durant la ligne de tir, ça peut être l'écran et au début du tir, par exemple, on tir sur la pointe. Mais puis là-dessus, il faut rajouter tout ce qui se vient aux alentours. Fait que tu sais, il n'est pas isolé ce tir-là, ça se peut que ce soit après une passe ou ainsi de suite. Et pour l'instant, depuis le début de l'année, il y a un problème avec les écrans. Puis même Okay. avec les écrans multiples, qui est en plus petit échantillon, il goal pour un peu mieux. Donc, comme je te dis, l'échantillon peut fausser les données. Donc, il goal pour 780 à peu près, 782. Mais la moyenne de la Ligue, c'est 884. Donc, OK. il est Ben, plus encore. proche. Il est encore en dessous. Donc, encore une fois, on parle d'une problématique. Puis là, ce serait intéressant de voir ce qui se passe en séries éliminatoires versus là. Sans parler de motivation, etc., j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on aille voir les chiffres. En séries éliminatoires, le fait que ça soit beaucoup plus challengeant. La première job d'un goaler, c'est de voir la rondelle. J'ai l'impression que des fois, en saison régulière, sur le day-to-day, cette combativité-là, au-dessus de la technique, peut devenir plus difficile. Donc, il fait moins, il est moins vraiment concentré sur les petits détails de cet aspect-là. Puis là, ça coûte des buts à ce moment-là. Tu sais, il faut dire aussi, c'est le début de saison pour tout le monde, hein. Puis on regarde un peu le constat dans la Ligue nationale. Puis tu sais, il y a pas juste Carey Price qui éprouve des problèmes présentement. Tu sais, il y a eu une longue période sans jouer, pas de match préparatoire. Tu sais, c'est tous des facteurs qu'on peut rajouter aussi à ça, là, je crois. Là. Exactement. Puis un des gros facteurs, sans dire qu'il est limitant, mais qui est vraiment qui change, par exemple, pour un gardien junior versus Ligue nationale, c'est ça. C'est l'habilité à être bon au travers des écrans. Parce que si tu regardes puis c'est là que le fait d'être un grand gardien ou du moins un plus gros gardien souvent donne l'avantage à un gardien au talent égaux. C'est parce que quand tu arrives dans la Ligue nationale, puis quand tu arrives en saison éliminatoire, ben, des écrans, du trafic, des déviations, ben, ça fait partie intégrante de la stratégie offensive de la majorité des équipes. Et contrairement au niveau junior, où ce que les défenseurs, les meilleurs savent tirer avec des écrans, mais peut-être le bas du line-up a plus de difficultés à le faire. Mais là, tu arrives dans le national, puis même Victor Mété est capable de tirer une puck au travers d'un écran, puis d'être brillant dans ce qu'il fait avec ça. Fait que ça change énormément la donne pour les gardiens de but. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, je me posais la question, tu sais, en séries éliminatoires, mettons qu'on se bat de 4 à 7 fois contre le même adversaire, avoir les stats que t'as, l'évaluation d'un gardien de but que t'as, pour une équipe adverse, c'est vraiment une mine d'or d'informations, tu sais, pour savoir comment battre ce gardien-là, surtout, mettons, Carey Price. Mais cette saison, c'est encore plus pertinent. On se bat 9 à 10 fois, de 8, 9 ou 10 fois contre des équipes. Fait que, tu sais, en sachant autant d'informations sur un gardien de but, ça te permet d'aller chercher beaucoup de points. Si la différence est un but par match, c'est un but par match quand même. Là. Exactement. Puis l'autre truc, c'est qu'il faut pas oublier que, étant donné que la charge du travail de gardien de but reflète la charge de son équipe, Ouais. c'est aussi d'avoir une idée de comment cette équipe-là a des faiblesses. Par exemple, est-ce qu'il donne beaucoup de passes transversales? Est-ce que les tirs à partir de l'arrière du filet, il y a un volume plus élevé que la moyenne? Est-ce que finalement, le bas de l'enclave, s'il n'y a pas accès, mais le haut de l'enclave, tout d'un coup, tu es capable de générer des chances? Puis si tu combines les statistiques aux vidéos, ben là, en tant que coach ou en tant que coach et gardien,
tu as une possibilité là, de profiter d'une opportunité, comme tu dis, d'aller chercher peut-être que ce soit 1 à 2 chances, sans que ce soit au début, mais 1 à 2 chances supplémentaires par match, qui au final va peut-être faire différence sur un but, ou etc. Ben oui. Donc, si on continue avec Carey, on va retourner à voir un peu. On va aller voir une partie qui fait bien. Après ça, on va aller voir une partie où c'est plus problématique. OK. Puis en même temps, ça va donner une petite chance aux Canadiens de comparer à ce que ça a déjà été. Tout ce qui est les passes transversales. Donc, Carey Price, quand on pense à ses plus beaux arrêts, c'est quoi souvent? C'est le grand écart sur une passe transversale, justement, où est-ce qu'il utilise le fait qu'il y a de la mobilité, du hockey sense, et qu'il soit grand et gros pour faire des arrêts qui sont spectaculaires. Mais ça, c'est encore le cas. En ce moment, son pourcentage d'arrêt là-dessus, c'est 820. Mais la moyenne de la Ligue, c'est 720. Donc, Okay. il est supérieur. Il a donné 2 buts là-dessus sur 11 chances. Et aussi, c'est là qu'il faut parler du Canadien, dans le sens que 11 dans l'échantillon analysé, c'est vraiment pas beaucoup. Habituellement, le Canadien, dans les années des années de vache maigre, c'était 2 à 3 par match des passes transversales. Fait que là, quand on parle d'un système défensif qui est plus hermétique, mais ça, il va y faire ces arrêts-là. Puis en plus, si tu diminues le nombre, ben à ce moment-là, tu es dans une belle situation pour continuer à exploiter les forces de Carey Price, parce que tu t'en donnes pas beaucoup de ça, puis tu donnes uniquement des tirs 1 contre 1, des clean shots. Là, tu es en train de travailler sur les forces de ton gardien. Mais, effectivement, la partie problématique, puis là, on va parler des types de chances. Nous, là, chez Passeur Hockey, tous les tirs ont une catégorie finalement en 3 types de chances. Ce qui est low danger, fait en bas de 5% de chance d'être un but. Après ça, on a medium, qui est un vaste spectre, qui va de 5% à 24,99. Donc là-dedans, là, c'est justement qu'on rentre les écrans, les tirs de l'enclave sans rien en particulier avant. Les rebonds, si ça va pas là-dedans, ça va aller dans la dernière catégorie, sont les high danger. Donc, tout ce qui est un peu... le gardien devrait faire l'arrêt environ 3 fois sur 4, même un peu plus, là, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10. Et finalement, on a tout ce qui est les high danger, donc tout ce qui est en haut de 25% de probabilité d'être un but. Donc là, si on a un écran multiple qui est dévié à partir du centre de la pointe, par exemple, une passe transversale, un tir qui suit une passe de l'arrière du filet, un rebond, puis ça c'est à peu près la truc le plus vaillant, là, un rebond qui sort de l'autre côté de la route transversale. Fait que le gardien était d'un bord, le rebond sort de l'autre bord. Ça c'est nous, on le met 1 fois sur 2, puis ça peut être un peu plus élevé dépendamment des ligues, mais 1 fois sur 2, ça devient quand même une très belle opportunité de marquer les buts. Tout ce qui est low danger, donc Carey Price et outstanding, on dit qu'il ne devrait pas avoir plus que 2 buts sur 100 occasions et goal pour 999 de ses percentages là-dessus. Tout va bien. Tout ce qui est high danger, on dit que tu devrais en donner 1 sur 4. Là, en ce moment, lui, son save percentage là-dessus est à 69,23. Donc, il est un peu en dessous. Mais, je veux dire, c'est quand même pas si pire que ça. Puis, 1 sur 4, c'est un standard d'excellence. Okay. En bas de ça, tant que t'es pas éloigné, ça va bien. Mettons qu'il est un petit peu au-dessus de la moyenne, au niveau des high danger. Là. Exactement. En ce moment, ce qui le tue beaucoup en ce moment, ça a été les jeux à partir de l'arrière du filet, parce qu'il en a juste vécu 6, puis il a donné 2 buts là-dessus. Okay. Est-ce que ça va rester ça? Je pense pas, dans le sens qu'il va en avoir plus, puis ça devrait s'acclimater pour qu'il garde les buts autour de 800, 805, comme il a fait en carrière. Là-dessus, mais en ce moment, il en a donné 6, puis il a reçu 6 tirs, il y a 2 buts, fait que ça vient plomber un peu ses chiffres dans cette situation-là. Mais là, c'est les medium danger. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, les medium danger, ça devrait être pas loin de 888-900 dans notre standard d'excellence. Lui, il est à 826. Okay. Et là, medium danger, les single screens sont là-dedans.
comme on en parlait tantôt. Mais là, tu as aussi les tirs du haut de l'enclave. Fait que, par exemple, un 2 contre 1, et le joueur va tirer en dedans des points de mise en jeu, mais avant les oreilles. Donc, je pense que c'est Tyler Mott contre Vancouver qui avait un but qui était très similaire. Le dernier but, c'est Adam Gaudette qui a scoré le premier but de Vancouver au dernier match. Oui. Le tir papillon. Donc, il était un Ouais. tir d'une distance. Il y avait un single screen parce que c'est un tir au travers du défenseur. Mais c'est pas un tir qui est supposé rentrer nécessairement. En fait, tu C'était t'attends à ce que... Roussel ou c'était Godette? Très Ah, bonne c'était question. Godette, hein? C'était Godette. Ça Okay. c'est Godette. Donc, ce type de tir-là, ton gardien va faire l'arrêt plus souvent qu'autrement. Puis en ce moment, c'est pas ça qui arrive avec Curry. Il a donné 12 buts, 12 de ses 17 sur des medium danger. OK. Donc là, lui, la réalité, c'est qu'il faut, ça devrait se ramener vers la moyenne. Donc, gestion d'écran, puis tir, ce qu'on va dire mid-range. Souvent, lui, les tirs d'approche, ça va bien parce que avec son physique imposant, avec son bon positionnement, ces tirs-là vont le frapper. Là, quand tu tombes dans un entre-deux, souvent, c'est des tirs aussi qu'il y a, ça, on n'est pas capable de le mesurer encore, mais c'est des tirs où est-ce que, il y a probablement une autre option de passe. Là, s'il y a une autre option de passe, et là, est-ce que ton positionnement va être aussi agressif sur le tir? Tu vas-tu être autant avancé? Est-ce que tu vas autant bien couvrir tes angles? En ce moment, c'est une question que Carey Price se semble avoir de la misère à répondre. Dans le sens qu'il se fait battre sur ces tirs-là, quand il y aura peut-être d'autres jeux disponibles, et il donne des buts qu'il ne devrait pas donner habituellement dans ces situations-là. Ce qui est le fun dans toute la statistique que tu es en train d'étaler, c'est que, comme je disais tantôt, elle est vraiment précise. Puis, chez les autres stats avancées, souvent, il manque de contexte, fait qu'on l'utilise comme on veut. Toi, ta statistique comprend le contexte. Donc, il y a comme pas d'interprétation que tu peux faire en dehors de ce que c'est. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Mais, la réalité, au final, c'est que le contexte est souvent le truc le plus important. Oui. Puis, nous autres, c'était le départ du save percentage versus expected goals, c'est que save percentage ne tient pas compte du contexte dans lequel le gardien évolue. Là, on essaie de trouver dans son contexte qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Puis, je parlais de Carey Price qui est justement proche du filet, est quand même bon, mais son save percentage sur les tirs du bas de l'enclave, il est 3% supérieur à ce qu'il devrait être. En fait, il goal pour 75%, donc 750. Puis il devrait être en dessous de ça. Donc, c'est un gardien de but qui est quand même bon autour du filet. Tout ce qui est proche de lui. Mais là, on va voir comment ça va se régler au travers de ça. Puis aujourd'hui, Rachel Dory sur Twitter disait que son save percentage, justement, high danger était peut-être puis high danger de Natural Statistics, c'est uniquement l'emplacement. Donc, lui, justement, il trouvait que c'est tout ce qui était proche de l'enclave était un peu trop élevé. Ce qui devrait descendre. Mais on s'attend à ce que le medium danger, qui est difficile pour lui en ce moment, ça devrait remonter. Fait qu'au final, il va finir au-dessus de 903. Du moins, je vais toucher du bois, puis je m'attends à ce qu'il revienne League average, je pense, cette année. Dans le sens que j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une économie d'énergie là-dedans, sans que ce soit tant volontaire que naturellement, il va se gager un peu plus selon l'avance, etc., dans le sens qu'il sera plus la seule pièce dépendante. Non. Mais je m'attends pas à ce qu'il go pour 926 cette année puis qu'il soit pour le Vizina. Je m'attends plus à un 915, où est-ce que, justement, ces stats qui sont off the chart vont peut-être régresser un peu, et qu'après ça, le reste va remonter au League Average. Et ces gardiens-là ont souvent une séquence où est-ce que tout va bien, là. Fait qu'ils rajoutent une séquence où est-ce que tout va bien de 3-4 matchs et on va rééquilibrer ça. Est-ce que, selon toi, la présence d'un très, très bon gardien de but second a un impact sur ces statistiques actuelles? Sans avoir un impact direct, c'est sûr qu'en ce moment, la combinaison d'avoir un deuxième gardien de but qui lui donne pas l'impression où est-ce qu'il faut que ça soit le seul et l'unique sauveur, comme il a été pendant je sais pas combien d'années. Plus ça fait d'avoir une offensive qui
permet d'avoir un coussin. Puis, je sais pas si vous avez déjà lu la biographie de Ken Dryden de Game, mais il parle de ça, puis lui, il a été chanceux, il a joué pour les équipes avec un talent offensif certain. Et il disait ça, il disait, pour moi, accorder un but, c'était un inconvénient mineur qui était vite oublié. En disant, c'est bon. Il disait, si j'accorde un but, ben, puis surtout l'année où est-ce qu'ils ont seulement 8 défaites, il disait, c'est pas grave, Jacques va aller en scorer un, au pire, ce sera Guy qui va en scorer un, sinon ça va être Robinson, sinon ça va être... Puis ça lui permettait d'avoir un esprit plus relax et posé par rapport au match, mais ça fait aussi que justement, ces statistiques ont peut-être pas été, sans dire qu'elles ont été mauvaises, est-ce qu'ils ont été tout ce qu'ils auraient pu être? C'est une question que lui seul peut répondre, savoir si c'était stressé, sans vouloir utiliser le mot stress, à vouloir faire l'arrêt supplémentaire tout le temps. Mm-hmm. Ben, tu sais, pour un gardien, puis je suis pas mal sûr que tu pourras en témoigner, Joe, là, parce que tu as occupé cette position-là pendant des années, là. Mais tu sais, pour un gardien, avoir une certaine pression de performance, puis tu sais, de tout le temps devoir justement backer ton club. Tu sais, on le disait tantôt, la combativité, être prêt, puis tout le temps être vraiment focus, être on edge pour voir la rondelle. Ben, tu sais, ça se peut qu'il y ait une petite incidence aussi, justement, sur le fait qu'il est peut-être moins performant là, dans les tirs voilés. Il y a peut-être moins, justement, la combativité là, de se dire il faut absolument que je suive la rondelle. Je sais pas comment tu vois ça, parce que moi, c'est ça qui me parle, c'est que si Price a un peu moins de pression, il a toujours joué sur la pression, on s'entend, il est capable de la gérer, mais là, cette année, il en a un petit peu moins. Puis, est-ce qu'il y a un petit relâchement, tu crois, à ce niveau-là, de tout le temps tracker la rondelle du mieux possible? Sans que ce soit un relâchement, ça se peut que ça soit même peut-être un développement, dans le sens que il peut traiter des situations d'une façon plus théorique, disons. Dans le sens que en séries éliminatoires, tu te fais dire, tu vois à POC, no matter what, là, que ta position de base soit plus là, que tu sois plus centré, faut que tu vois à rondelle et que tu fasses l'arrêt. Peu importe comment, c'est pas tant important. Tandis que là, par exemple, il y a des règles. Habituellement, il y a des règles très basiques. Si la rondelle est... Tu regardes côté court quand la rondelle est à l'extérieur des points de mise en jeu. Quand elle est entre les points de mise en jeu, tu vas essayer de regarder du bord de la palette du joueur. Pour forcer le joueur au moins à tirer à l'opposé, et ainsi de suite. Mais là, même si ça va pas, ça se peut qu'en ce moment, il l'essaye pareil pour prendre les bons plis. Fait que s'il fait ça en ce moment, mais ça se peut que ça coûte 1 ou 2 buts en ce moment, mais qu'à long terme, ce soit payant, puis qu'il faut, dans un système éliminatoire, ben, ça soit, on revienne à la bonne vieille habitude de, peu importe la façon, fait l'arrêt, puis tant qu'on ramasse la victoire à la fin de la soirée, ça ne m'arrange pas trop comment t'as fait les arrêts. C'est en fond, le fait qu'il y ait une meilleure équipe en avant de lui permet ça probablement. C'est comme un gros camp d'entraînement pour la vraie saison qui est les séries éliminatoires, hein, si on voit ça comme ça. Là. Exactement. Puis quand tu perds par 2 ou quand tu perds par 1 ou quand tu mènes par 1, t'as pas le temps de penser à ça. Mm-hmm. Ta job, c'est de voir la rondelle, faire l'arrêt, passer à la suivante. C'est rinse, wash, repeat, puis on recommence. Puis là, en ce moment, il y a peut-être le loisir de mentalement de se trouver des situations qui peut être justement penser à je fais tout ça de la bonne façon. Est-ce que je suis en train de square, je suis en train de voir la rondelle, je suis en train de tracker de la bonne façon. Est-ce que je suis conscient du backdoor? Puis il y a aussi une affaire qui est tout le temps, sans qu'il y ait énormément de nouveaux défenseurs, il y a une accoutumance à jouer avec des défenseurs aussi qui est non négligeable, qui est difficile à mesurer. Mais comment Joel Edmondson joue une situation, puis comment Romanov joue une situation, puis comment s'il est habitué de la jouer avec Shea Weber, mais c'est pas pareil. Est-ce que Joel Edmondson, c'est 2 contre 1, il va tout le temps glisser? Est-ce que tout le monde a des patterns au hockey, tout le monde a des patterns, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Mais comment tu apprends à gérer ces patterns-là, puis à travailler ensemble? Carey Price aime ça sur un 2 contre 1. Il est habitué de vivre ça de même. Joel Edmondson, son dernier gardien, jouait ça de même. Puis là, c'est une roue qui circule, puis ça va s'acclimater à un certain point. Puis, à ton avis, Joe,
on parle d'acclimatation avec les nouveaux défenseurs puis tout ça, mais on a un Jake Allen qui est derrière Carey Price présentement, que lui aussi doit s'acclimater parce qu'il est dans un tout nouveau club. Oui, il y a eu Edmondson à Saint-Louis devant lui, donc il connaît lui. Mais comment expliques-tu la grosse différence entre le rendement de Jake Allen et de Carey Price présentement? On sait que Carey Price, on vient d'en parler, là, qu'il est probablement plus en processus d'expérimentation. Est-ce que Allen, lui, c'est une toute autre chose, à ton avis? Euh, Honnêtement, j'ai regardé les matchs, j'aimerais ça, je les ai pas évalués d'un point de vue statistique. Je dirais que Allen, en ce moment, je pense qu'aussi il connaît sa job qui est tout simplement d'arriver puis lui gagner un match ou du moins offrir la meilleure performance possible every night pour donner du repos à Carey Price parce que lui c'est ça son contrat cette année. C'est d'offrir une bonne performance pour être capable de retourner dans le filet puis d'avoir la confiance de son équipe, de ses entraîneurs, de retourner dans le filet pour sur les 56 matchs en jouer prend 20-25 peut-être dépendamment de comment les entraîneurs voient ça. Donc, lui, si il joue une game, excusez l'expression, de merde, ben, les chances que l'entraîneur le remette dans le filet contre du moins une équipe qui est pas une équipe de bas fond, ben il vient de perdre une opportunité de garder les buts prochainement. Tandis que Carey Price, même s'il garde les buts puis ça va moins bien, ben, Carey Price va retourner dans le filet dans les 3 prochains jours. Tu sais, on a des bons exemples avec dans les dernières années avec Kincaid, Niemi, puis tous les deuxièmes gardiens de but que très mauvais. Ça paraissait que l'équipe en avant de lui avait pas confiance, là. Fait que ça me parle, ce que tu dis là. Ben, moi, ça me parle d'autant plus que ça nous prouve encore que Price, sur la pression, il est très bon. Là. Il est même dans l'élite de la Ligue. Il est dans l'élite de la Ligue, peu importe, mais on voit que cette année, il y a peut-être la petite pression de moins qu'il y avait dans les dernières années. Puis c'est ce qui fait en sorte que, comme on le dit, là, il peut expérimenter des choses. Mais cette pression-là, Allen, il l'a un petit peu plus. T'sais. Fait que c'est là le danger, quand on est partisan de se dire ouais, Allen goal très bien, Price goal pas bien, là, on commence à s'inquiéter. Quand on regarde la forêt et non juste l'arbre, comme on a fait avec toi aujourd'hui, Joe, on a regardé le big picture, puis sincèrement, moi, de mon côté, je suis pas inquiet pour Price, là, pas du tout. Là. Non, puis l'autre truc, faut pas oublier que le fait que ce soit un meilleur backup, ça fait que peut-être qu'il peut se prendre un 2 matchs puis donner, par exemple, un 5 jours à Carey Price avec Stephen White. Ouais. Puis ça, dans la va-et-vient de la vie professionnelle gardien de but, le temps avec ton goalie coach, souvent c'est une bonne façon de peaufiner des détails, puis des fois vont moins bien, puis que dans les années passées, Price, il avait pas ce loisir-là. Il ne va pas se prendre un 5 jours où est-ce que, regarde, les 2 prochains matchs, là, on va être correct sans toi. Puis là, applique-toi sur des petits détails que tu sais que ça, c'est plus difficile, ça, c'est plus difficile. On va les refaire, on va faire les basics, là, sans que ça soit des flow drills puis des exercices où que les joueurs sont là puis qui tirent dessus pour scorer. Puis que là, tu vas rentrer dans la mécanique du mouvement, te sentir confiant, stable, etc., puis retourner. Après ça, jouer tes matchs. Cette année, il va avoir ce loisir-là, puis c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le passé. Ben, tu vois, j'ai l'impression que ce genre d'entraînement-là s'en vient. Là, je regarde là, présentement, puis fin de deuxième période, Ottawa mène 3-1. J'ai comme l'impression que cette petite séance-là pourrait s'en venir plus rapidement qu'on le pense, puis ça va être très important de pas semer à la panique. Là. Si on voit ça, parce qu'on vient de le voir, là, Jake Allen, Price, il y a une alternance qui se fait déjà. Il faut pas être surpris là, si Allen en goal 2 de suite, effectivement. Là. Exact. Et ça va arriver cette année. Et je suis à peu près sûr que ça va arriver au moins une fois, peut-être 2. Et dans un horaire aussi condensé cette année, en gestion de la performance, je pense que ça peut pas être plus bénéfique que ça. Que ce soit les back-to-back, que ça a beaucoup changé dans les années avant. Tu prenais ton numéro 1 puis tu le mettais dans le net 2 fois. Puis ça aussi, ça va s'en venir.
Puis le troisième gardien de pratique, c'est une autre affaire. Cette année, il y a des clubs qui l'utilisent beaucoup plus en disant, gardien numéro un, tu vas skipper des pratiques, tu vas juste faire ton bout avec le goaler, puis tu seras pas devant le filet pour les pratiques régulières pour justement donner du repos pour avoir une meilleure gestion de la performance. Ben, Toronto l'a fait aussi. Toronto, ils ont laissé Anderson dans les estrades. Puis là, c'était la folie, là. Tout le monde échangeait Anderson. Puis, Ouais. mais c'est exactement... En fait, c'est fort probablement pour la raison que tu nous amènes, Joe, là. Puis le coach l'a dit de toute façon. C'était pour absolument qu'il se concentre sur son entraînement dans la journée puis qu'il y ait une journée de repos complète avant de revenir comme numéro un par la suite. Donc, tu sais, ça se peut très bien qu'à Montréal, ça se fasse aussi, là. Exact. Puis l'autre chose qu'il faut réaliser, c'est que même si tu gardes pas les buts ce soir-là, tu as ton morning skate, et ça, là, tu as une routine de match. Ta routine de match, ces gars-là, souvent, ça va être la même, que tu gardes les buts ou pas. Mais cette routine-là, elle a un stress mental, physique, physiologique sur ton corps. Et si t'es pas derrière le banc, puis tu t'en vas dans les estrades manger des hot dogs, ça s'applique pas pareil. Fait que ce repos-là, mental, ben, il vient faire une différence. Puis Toronto l'a fait, puis je suis sûr que Toronto, là, connaissant un peu comment l'organisation fonctionne, je suis sûr qu'il y avait des données sur l'état de fatigue, l'état de sommeil de Anderson qui leur disait que ça, c'était bénéfique à ce moment-là. Effectivement. Puis de l'extérieur, c'était facile de juger, mais de la façon que tu l'apportes, ça nous donne une pas mal meilleure compréhension de la chose, sincèrement. Vas-y, Matt. Non, mais j'allais passer à toi, Pascal, pour savoir si tu avais autre chose à rajouter. Oui. Moi, pour mettons, je suis vraiment égoïste, là. Pour le TSLH, pour le tour sur le hockey.com, moi, je suis comme le geek de repêchage. Okay? Je suis gars, c'est 200 matchs que j'écoute pour le repêchage 2021. Okay? C'est d'espoir pour le repêchage, mais zéro pour les gardiens de but. Okay? Parce que, sérieusement, moi, c'est comme un univers complètement parallèle. Tu sais, je suis un fan de hockey, fait que je suis capable de dire qu'un gardien a bien joué ou non à l'œil, mais de ce que tu as amené au niveau de toutes les statistiques, tous les contextes, ça va m'aider pour le scouting des gardiens de but. Je vais pas mal plus confiant, mettons, dans ça, puis je vais sûrement en regarder dans les prochains jours. Tu sais, le seul gardien le seul gardien que j'ai regardé depuis le début de l'année, c'est Jacob Daubèche du Canadien, parce qu'il fallait faire un épisode. Puis j'ai bien aimé le regarder et tout, mais j'ai tellement de la misère à cibler des séquences ou bien quoi regarder pour vraiment dire OK, il est bon, il est pas bon, il va-tu être bon, il sera pas bon. Les gardiens de but, c'est un monde à part entière, donc je suis jamais à l'aise, comme syndrome de l'imposteur là, à parler des gardiens de but vraiment. Puis avec ce que tu amènes, ça me donne une meilleure idée de comment aborder mon scouting de gardien de but. Donc, je vais me gâter sûrement dans les prochains jours. Puis, si on va ajouter là-dessus, cette année, on a fait une mini-étude sur les gardiens partants dans la Ligue nationale, puis leur parcours et ainsi de suite. Puis, on a fait comme une espèce de, sans dire une route précise, mais des aspects qu'on va regarder chez gardien de but. Oui. Et après ça, une fois qu'on aurait un gardien qui fit ces aspects-là, selon on le repêche où, etc., serait quoi son plan de développement. Puis, nous, un des trucs qui est important, tantôt on a parlé les clean shots. Pour nous, c'est vraiment important parce que coordination main-œil, une fois que tu passes 18, 20, ben là, les gains que tu vas faire sont marginaux. Donc, si tu as un gardien qui est au niveau junior, au niveau que ce soit pro en Europe, seconde ligue, seconde division, qui a de la misère avec ces tirs-là sur une base régulière, souvent, c'est pas quelque chose qui va se transmettre, dans le sens que même s'il y a des bonnes statistiques, quand il va arriver dans un niveau où en bon québécois, tout le monde shoot le puck, ben, c'est plate, mais il va y avoir la difficulté. L'autre truc qu'on regarde beaucoup aussi, on parlait des écrans, ben, même s'il y en a en petite quantité, on va voir ce qu'il est capable de bien s'en sortir dans ces situations-là. Écran, déviation, rebond. Parce que la Ligue nationale, c'est une game de résultats. Au final, si tu veux jouer, ben, il faut que tu aies des résultats. Puis, sans dire que c'est beau, mais si le gars a la combativité et les bonnes habitudes pour faire les arrêts de cette situation-là, qui vont arriver plus souvent au niveau professionnel en Amérique du Nord,
c'est vraiment une bonne idée pour nous d'avoir un gardien qui a déjà des habiletés à ce niveau-là. En se disant que tout ce qui est le reste, la technique, tout ce qui est vraiment aux alentours, c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis il y a des gardiens dans l'histoire. Moi, je vais me vieillir en même temps, mais puis je vais avoir la quétaine, mais moi, j'étais un grand fan de Cristobal Huet. Ah, ben, il était bon. Il était tellement calme. Mais Cristobal Huet, si tu regardes des vidéos de lui quand il gardait en France, il était plus proche de Roman Cechmanek en termes de technique. Encore une fois, j'ai nommé un nom qui sort des Boulamites. J'ai fait une joke sur Cechmanek hier. Mais Pascal l'a sorti dans un podcast aussi, puis là, hier aussi, il a sorti le nom. Fait que Roman Cechmanek, c'est un nom qu'on a entendu plusieurs fois sur le TSLH podcast. Cechmanek, le seul gardien de but que j'ai vu échapper sa mitaine, se pencher pour la ramasser, puis la rondelle passe au-dessus de sa tête pour scorer. C'est ce que c'était. Exactement. Mais il avait l'air beaucoup plus de ça. Mais, par exemple, tout ce qui était le reste, coordination main, etc., était off the chart. Et quand il est arrivé avec un coach de gardien qui a dit, bon, ben, on va prendre le rough puis on va le mettre un peu plus propre, mais ça donnait des bons résultats. Donc, sans vouloir dire que tu cherches tout le temps la perle cachée qui goal comme Hachek puis tu veux qu'il goal comme Price à la fin, tu cherches ce type de résultat-là. Puis, dans les trucs qu'on avait fait, on s'est amusé avec Spencer Knight puis Devin Levi, justement. Qui les deux sont justement très bons là-dedans. Puis on avait regardé leur cheminement à long terme. Puis Spencer Knight, d'ici 2 ans, devrait goaler minimum 25 games dans la Ligue nationale. Donc, on voit ce qui devrait se passer. Okay. Il va finir cette année. L'an prochain, il va goaler AHL. Si tout va bien, il goal les buts pour 910 C+. Il va faire l'expérience de la Ligue nationale 1 ou 2 fois. Arrive comme deuxième à Bobrovsky, goal 25 matchs et plus. Tandis que Devin Levi, on parle de cette année universitaire, goal 2, 3 universitaires, peut-être 4. Dans le meilleur des mondes, ça n'arrive pas. 2, 3, il sort. Puis là, il faut qu'il goal 40 games minimum par année dans A pour qu'à 24 ou 25 ans, il goal 25 games dans la Ligue nationale. Qui est un peu le cheminement moyen d'un gardien. Tu sais, moi, je dis souvent qu'un gardien de but, c'est à 25 ans qu'on a vraiment un très bon aperçu de comment la carrière va se dérouler. Tu sais, on le voit là cette année avec Kevin Lankinen à Chicago. Là. Il a dominé dans toutes les ligues. En Finlande, il a dominé. À Coupe du Monde, il a dominé. Mais en Ligue américaine, c'était plus mollo. Puis là, cette année, c'est incroyable comment il arrête toutes les rondelles. Là. Exact. Puis, c'est pas ça, à part quelques exceptions, là, dont Ben Bishop, là, sinon à peu près 96% des gardiens de but partant dans la Ligue nationale étaient temps plein dans la Ligue nationale avant 25 et étaient numéro 1 avant 25. Si on regarde les derniers gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley, puis on va aller voir, ils étaient numéro 1 à quel âge? Ben, on tombe jeune. Là. Vasilevski, on va aller après ça avec Binnington. Après ça, après ça, c'est qui? C'est Oldby. Oldby était starter, il y avait 22 ou 23, si je me souviens bien. 23, après ça, 23. Après ça, Matt Murray, 2 fois. Après ça, Corey Crawford, c'est un des late. Puis là, si on descend, ça va vite. Là. C'est 9 des 10 qui étaient start. 9 des 10 qui étaient start. 10 dernières Coupes Stanley qui étaient starter avant 25 ans. Puis le 10e qui fausse la donne, c'est M. Tim Thomas. Mais là, Chris Osgood réincarné. Ah, tu sais, c'est ça, c'est difficile, hein. Souvent, tu sais, un gardien élite va devenir souvent numéro 1 plus jeune que 25 ans. Tu sais. Mais si à 25 ans, t'es pas dans la Ligue nationale, c'est dur, là, c'est difficile. Mais t'as quand même un bon aperçu, là, tu sais, à 25 ans, vraiment. Exact. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'un first rounder, justement, peut monter plus vite. Exactement, si tu as fait ta bonne évaluation, on s'entend, là, peut monter plus rapidement s'il a certains standards à ses premières années de pro. Puis sinon, tu vas regarder, tu veux qu'il ait joué à peu près 200 games pro minimum avant de le monter. C'est pour ça qu'il disait ça. C'est pour ça qu'il disait ça de Primo aussi. Il voulait faire jouer minimum 200 games AHL avant de le monter. Exact.
Puis lui, en plus, c'est parce qu'il a joué universitaire plus longtemps. Tandis que si ça avait été un gars qui était sorti de la CHL, mais là, on aurait poussé pour 2,40. Ouais. 2,40, peut-être 2,60. Parce que tu as une année supplémentaire que tu viens aller chercher. Puis tu vas aller chercher un portrait qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus stable. Puis ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que dans le fond, théoriquement, c'est 40 games par année pro. Faut qu'il en starte 40. Mais si la première année, il n'est pas capable d'en starter 40 dans AHL, faut que tu en donnes le restant dans East Coast. C'est là l'avantage d'avoir un club, la East Coast, qui t'appartient. Parce que tu peux contrôler cet aspect-là. Un McNiven pas petit. Ouais. Exact. On salue McNiven, effectivement. Mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant pour vrai, Joe, ce que tu nous apportes, parce que, en plus, c'est ça, Pascal, comme il disait, on se compte beaucoup pour le repêchage 2021, puis j'étais justement rendu à Jesper Wallstedt puis à Sébastien Cossa pour mes travaux, là. J'attendais notre petite rencontre pour me lancer, là. J'avais tous mes matchs de downloader, mais je me suis dit, je vais attendre notre petite discussion avec Joe parce que je sens que ça nous dirige vraiment sur quoi regarder, là, comme tu disais, Pascal, là, pour notre recrutement, là. C'est très intéressant. Tu sais, c'est parce que identifier le bon grain du mauvais grain, au final, ça se fait quand même bien dans le sens que, tu sais, les gars qui sont listés, c'est facile de les évaluer comparé aux autres. Après ça, prendre ceux-là qui sont listés puis aller chercher le facteur de séparation entre un et l'autre, c'est ça qui devient difficile. Tu sais, un gardien de but qui goalera jamais pro, versus un qui va jouer pro, du moins en Amérique du Nord, c'est facile à identifier. Après ça, celui qui va être capable de faire son parcours pro jusqu'à NHL. Puis là, pro jusqu'à NHL starter, là, c'est une énorme différence, c'est une grosse game, c'est autant mental que physique, c'est que faut que tout s'aligne pour toi, là. Ah, c'est clair. Puis tu sais, on le répétera jamais assez souvent, mais tu sais, la science d'un gardien de but, c'est tellement complexe que il y a trop de facteurs, tu sais, il y a beaucoup de facteurs à évaluer, puis souvent on veut projeter un gardien de but dans 5 ans, mais c'est très difficile de le faire. Mais c'est intéressant avec ton modèle parce que ça nous permet justement de faire une projection qui est quand même assez réaliste. Je dis pas que c'est infaillible, mais ça nous permet quand même de cibler, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut améliorer de ce gardien-là. Et si tu es une équipe, par exemple, qui l'utilise à long terme, là, il arrive chez vous dans la AHL, tu le regardes, première année après 10 matchs. Après 10 matchs, tu te rends compte que lui, les déviations, c'est pas sa force. Et là, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire un quick fix, aller travailler ça là-dessus durant justement dans tes pratiques, etc. Et là, y a-tu une amélioration ou pas? Ah oui? Et après ça, tu vas peut-être découvrir un autre problème. Et là, tu le vois, pendant ces 6 games-là, tout ce qui a été les passes transversales, il n'a pas été bon. Fait que là, tu identifies un autre problème et tu repars avec ça. Puis là, tu es capable d'améliorer certaines parties de sa game à long terme. Si tu fais cette évaluation-là sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ben là, tu vas aller combler des trous. Puis je dis pas qu'un gardien va devenir magistral d'une journée à l'autre juste parce qu'il y a le modèle pour identifier, pour être bon à jouer les déviations. Mais est-ce que tu vas être capable que ça soit plus un facteur limitant? Puis ça, c'est une grosse affaire pour les gardiens de but. C'est quoi son facteur limitant, puis est-ce que tu peux l'enlever? Donc, présentement, ce qui est un peu, tu sais, on va comme revenir sur Carey Price avant de closer, mais le facteur limitant présentement, c'est les screenshots. C'est là la difficulté. Donc, est-ce que tu crois, puis ça va être notre dernière question avant de closer l'épisode, mais est-ce que tu crois que on parlait que Price est en expérimentation, qui est peut-être en train d'essayer certaines façons aussi de voir le jeu parce qu'il peut se le permettre, mais est-ce que tu crois que la défensive du Canadien se devrait de plus permettre aux gardiens de voir les choses ou si l'ajustement doit provenir de Carey Price pour la suite des choses? Ça va être une réponse. Tu n'as pas le temps à dire que c'est un peu des deux. Dans le sens que je pense que les Canadiens sont beaucoup plus fans de boxer out que de fronter. En termes boxer out, c'est vraiment tasser les joueurs, tandis que fronter, c'est
de toi-même créer un double écran en essayant de bloquer le shot. C'est plus à l'ancienne de boxer out, mais quand tu as des défenseurs qui sont gros et mobiles comme ceux du Canadien, ben ça devient intéressant de le faire. Donc, il y a une partie que je pense que les défenseurs du Canadien doivent travailler ça, là, d'être justement capable de faire un meilleur box-out dans ces situations-là pour au moins alléger le nombre de tirs avec écran ou faciliter la lecture du gardien de but là-dessus. Puis moi, je pense que Carey Price, faut qu'il trouve une façon peut-être de moins tomber en défaut bloc, puis de justement laisser faire des fois la partie belle technique à ce moment-là pour essayer de tout simplement faire l'arrêt, que ce soit un demi-papillon, que ce soit comme Patrick Roy en 93 ou peu importe, mais que ce soit fonctionnel. Puis on va le voir dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être un changement qui, si on y porte attention, ça peut être assez facile à remarquer comment il va jouer dans ces situations-là. Ouais, puis c'est sûr qu'on va y porter attention maintenant Oui. qu'on a mis le doigt là un peu là sur le bobo là, tu sais, on est allé plus loin aussi que les stats qu'on voit sur Elite Prospect. Jonathan Deschaines de Pass Hockey, cofondateur en fait de Pass Hockey. Sur quelle plateforme on peut te suivre pour voir du contenu de Pass Hockey et autres? C'est où qu'on peut te suivre? Facebook, donc Pass Hockey, donc directement. Sinon, sur mon Twitter, je poste, là, ça fait un certain moment, mais cette année, on fait les matchs juniors majeurs qui se déroulent au Québec. Donc, tout ce qui est les divisions québécoises. On a quelques matchs de retard en ce moment, mais ça va être rattrapé d'ici la fin de la prochaine bulle. On a les résultats des matchs tous les jours et on a aussi des heat maps, de l'emplacement des tirs de toutes les équipes, autant tirs offensifs que défensifs. Et prochainement, on va essayer de sortir des statistiques de gardiens aussi à ce niveau-là. Donc, sur mon Twitter aussi, ça va se trouver là. Parfait. Parfait. Donc, Johnny White sur Twitter, Pass Hockey sur Facebook. Joe, un immense merci pour ce que tu nous as apporté dans l'épisode. Sincèrement, je vais répondre pour Pascal. Je suis sûr qu'il pense la même chose, mais on aurait pu jaser jusqu'à au moins demain matin pour au niveau des gardiens, au niveau du scouting, peu importe. Mais un immense merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour tes explications, pour le modèle, pour ton analyse sur Carey Price. Puis on pourrait se revoir aussi au cours de la saison, pourquoi pas? Moi, ça me fait plaisir. Si jamais on a besoin de discuter d'autres choses, on a un autre idée, un mini-projet comme ça, je suis toujours intéressé de en discuter puis de continuer à approfondir mon analyse du hockey. Parfait. Super. Fait qu'on va se dire à la prochaine, mon Joe. Parfait. Merci beaucoup.